C'est que l'autre piège absolu, c'est je te sauve ton emploi à court terme, mais fondamentalement, une fois que tu m'as laissé entrer, derrière, bien malin qui peut dire quel sera le paysage à 50 ans. Alors moi, je vais être très provocatrice et désagréable. Je pense qu'en fait, c'est inutile. Maintenant que la Chine est de toute façon commerce avec nous, je pense que c'est complètement illusoire de vouloir... Quel est le problème fondamental de l'Europe et de la France? Il est où? D'ailleurs, les Chinoises le disent à l'envi. Il est dans la question du travail. Nous avons du coût du travail et de la durée du travail. Nous avons un vrai problème, c'est-à-dire l'Europe travaille peu, suffisance d'ingénieurs de base. D'où viendrait le capital? Il n'y a C'est pas un de super capital. beau projet, mais Voilà. si vous n'avez pas le capital à mettre sur la table... Possiblement, Nathalie. 大家好，欢迎来到本期视频。先来介绍一下背景啊。本期节目来自 BFM Business， 法国排名第1的财经资讯频道。这档节目叫专家访谈，是频道的王牌节目之一。每期会邀请多位经济金融领域的专家，就当下最热议题展开辩论。而这期节目的议题直接戳到了欧洲最疼的地方。面对中国的经济碾压，欧洲到底该怎么办呢？要理解本期内容的大背景，必须先搞清楚德国和法国对中国完全不同的经济诉求。简单来说，德国喊的是别加关税，我还要卖车；法国喊的是加关税，逼中国妥协买我们的产品，以此来平衡贸易逆差。这就是欧盟内部对华政策无法统一的深层原因之一。围绕这个议题，节目请到3位立场截然不同的专家，他们的分歧也不只是个人观点不同，更是代表了法国国内不同资本集团的利益博弈。第一位，娜塔莉·让松，诺欧商学院经济学教授，她同时担任自由世代智库主席，她代表的是推崇自由市场、反对监管的金融与商业资本。第二位，奥里维耶·普鲁沃斯特，是法国老牌独立战略传播与影响力公关公司的董事兼合伙人，他的政治立场是中右翼建制派，代表的是法国乃至欧洲传统的本土大型实体企业的利益。第三位，菲利普·雷特纳尔，法国国立工艺学院保险学教授，经济学家协会成员，曾担任法国总理爱德华·巴拉迪尔的经济顾问，后在法国财政部担任多个要职。他代表的是务实的技术官僚主义，不关心意识形态，只关心什么能解决真正的问题。一个自由市场派，一个保守建制派，一个技术官僚派，3个人3种立场，背后代表的也是不同利益集团的博弈。好，话不多说，我们直接来看正片吧。Qui sera consacré à ces questions de tensions commerciales, notamment avec la Chine. Les commissaires ont été mandatés pour une nouvelle boîte à outils. On adore ça à Bruxelles, les boîtes à outils. Pour, être plus agile et peut-être un peu plus véloce dans la réaction apportée aux pratiques anti-dumping de la Chine. Parce que quand même, les États-Unis se sont mis sous cloche des produits chinois. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que tout cela a été dérouté vers l'Europe. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les chefs d'État vont se saisir de ces outils comme rétorsion commerciale à la Chine? Et là, on se rend compte que il y a quand même un pays qui bloque, c'est l'Allemagne. Et qu'au sein de l'Allemagne, en réalité, c'est des grandes compagnies qui bloquent, et notamment les fabricants automobiles, Volkswagen, BMW et Mercedes en tête. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous flinguer l'économie européenne? La question est un peu brutale, mais je trouve qu'on ne la pose pas assez en France sous ces termes-là. Olivier Provost. Alors, je suis un peu le sujet de près pour regarder ce qui se passe en Allemagne. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Il y a une bataille intérieure en Allemagne en ce moment. Il y a une bataille intérieure. Il y a 2 forces en opposition entre ceux qui se rendent compte que tout ce qu'a fait l'Allemagne depuis 10 ans, qui était de dire « je défends mon économie exportatrice ». Et pour ça, fondamentalement, je donne des gages à la Chine pour un donnant-donnant. Et du coup, on s'est opposé aux mesures sur le photovoltaïque pour le taxer. On s'est opposé à un certain nombre de choses. Et donc, in fine, le maillon faible d'une Europe protectionniste était en Allemagne. Et globalement, où un certain nombre de voix en Allemagne disent « on a eu tort, on s'est trompé, ça fait 10 ans, voire 20 ans qu'on s'est trompé, il faut faire machine arrière, il faut imposer ». Et puis, ça, on les entend vraiment en Allemagne? Alors, il y a un débat, notamment politique, et qui commence à se faire entendre au niveau de la Commission européenne, même auprès d'Ursula von der Leyen. Et il y a effectivement des industriels qui disent encore quelques minutes, monsieur le bourreau, qui globalement produisent encore, qui exportent encore un peu vers la Chine et qui disent « attendez les gars, moi j'ai quand même des voitures à vendre ». Mais le débat est très très fort en Allemagne. Ça va être intéressant de voir de quel côté retombe la pièce comme dans Matchpoint. Et fondamentalement, le débat intérieur en Allemagne, il est extrêmement vif là-dessus.
Nathalie. Alors moi, je vais être très provocatrice et désagréable. Je pense qu'en fait, c'est inutile. Enfin, maintenant que la Chine est de toute façon commerce avec nous, je pense que c'est complètement illusoire de vouloir empêcher. Il vaut mieux une Chine de toute façon qui soit là et qui exporte et qui produise qu'une Chine qui aille mal. Et je pense qu'il faut partir du principe que leur avantage comparatif, c'est la subvention. Donc, on part de ce principe-là. J'ai entendu ce chiffre, on m'a donné de sources européennes ce chiffre, un quart des entreprises chinoises qui sont présentes en Europe vendent à perte. Mais oui, mais est-ce que c'est pas faire rentrer le loup dans la bergerie et détruire complètement, menacer par exemple l'industrie automobile? On produit aujourd'hui 14 millions d'automobiles européennes, Europe au sens large. Les projections à 2030-2035, c'est qu'on tombe à 8 à 9 millions seulement, avec non plus 70% de pièces européennes, mais moins de 50%. Est-ce que on ne risque pas de tuer l'économie européenne en faisant ça? Nathalie, puis Philippe. Oui, alors non, le commerce international n'a jamais tué les économies. Et par contre, oui, c'est un fait qu'il faut s'adapter. Étant donné que maintenant la Chine s'est embarquée sur l'automobile, il est certain que soit l'industrie automobile s'adapte en Europe dans la mesure où elle peut s'adapter. Et c'est vrai que là, par exemple en France, on a quand même quelques petits soucis en matière de coût du travail et de réglementation qui sont effectivement pas faciles. Si vous voulez, effectivement, face à un rouleau compresseur comme ça, vouloir aller sur le même terrain, c'est pas possible. Donc il faut aller sur un autre terrain. Donc si c'est pas la voiture électrique telle que la Chine la fabrique, il faut trouver effectivement des alternatives. Le problème, c'est qu'effectivement, comme on est dans des économies, en tout cas en Europe, on réglemente beaucoup, en France encore plus, eh bien la capacité d'aller faire autre chose est moindre. Donc c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vraiment on veut une Chine qui aille moins bien? Non. Par contre, on sait que la Chine, elle est rentrée comme ça dans le commerce mondial. Donc à ce moment-là, il fallait pas la faire rentrer en 2001, parce que faire rentrer de toute façon un pays communiste qui subventionne, on s'attendait à quoi? Ce qui joue avec les lois du marché? Non. Donc maintenant qu'il est là, effectivement... Oui, l'OCDE vient de pondre un rapport sur surprise, il subventionne 6 à 7 fois plus que nous, Européens. Exactement, c'est un pays qui continue, c'est un pays étrange, effectivement, puisqu'il est à la fois, il y a de l'économie privée, entre guillemets, de la concurrence dans les secteurs pour effectivement, parce qu'ils ont compris que c'est pas le planificateur qui sait identifier celui qui gagne. C'est très mathusien, effectivement, on en lance 100. Mais par contre, c'est toujours lui qui donne les grandes voies. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Soit il fallait les laisser à la porte, mais maintenant qu'ils sont là, il faut juste faire en sorte que nous, on puisse effectivement... les États-Unis ont fait un autre choix. Ils ont verrouillé 100% de droits de douane sur l'automobile. À nouveau, ils ont d'autres secteurs, ils sont sur l'IA. Enfin, je pense que eux, le sujet, l'automobile, c'est fini aux États-Unis depuis qu'il y a eu les Japonais. Ils ont appris, ils font autrement. Et l'automobile existe toujours, mais dans d'autres secteurs. Ils font pas des voitures, mais ils aident aux composants. Enfin, il y a d'autres façons de créer. En fait, en Europe, on veut persister sur ça. La vieille industrie, ce que vous dites. Il faut juste adapter son modèle. Non, mais je partage ce point de vue. Tout d'abord, aux États-Unis, il y a des endroits verrouillés et d'autres pas verrouillés. Oui, soyons prêts. Complètement. La particularité de Trump, c'est d'ailleurs d'être contre toute attente, de vouloir protéger les industries en déclin et de vouloir taxer ceux qui ne sont pas en déclin. Par rapport à la Chine, le sujet est quand même complexe. Nous ne parlons pas, c'est comme par rapport aux États-Unis. Nous avons un sujet extrêmement complexe. Nous avons d'abord un sujet politique. Dès lors que les États-Unis deviennent un partenaire moins crédible, pouvons-nous nous permettre d'avoir des relations complètement hostile avec la Chine? C'est un vrai sujet. Où est-ce que nous devons jouer, pardonnez-moi, le renversement des alliances? À ce stade, je ne sais pas ce qu'il faut conseiller, mais avant de me précipiter dans la porte ouverte, je dirais, attention, nous avons réellement à penser le monde. Et donc à penser, est-ce que nous voulons un monde purement moral, ou est-ce que nous voulons un monde aussi réaliste? C'est-à-dire où il y a des puissances, il y en a qui nous sont moins favorables, il y en a qui pensent comme nous, il y en a qui n'en pensent pas comme nous. Question politique. Donc là, je vois un vrai sujet pour ma part, pour rentrer comme ça rapidement sur des droits de douane. Deuxièmement, les droits de douane, ça sert à quoi? Si vous êtes sur un produit que vous ne savez pas bien produire, ou vous êtes définitivement, vous n'avez aucun avantage comparatif, mettre des droits de douane, c'est simplement vous tirer une balle dans le pied à vous, n'est-ce pas? Et c'est notamment, par exemple, les piles françaises ne concurrenceront pas avant plusieurs dizaines d'années, et peut-être jamais, les piles chinoises. C'est pas la peine. Les batteries, chinoises. Importons les batteries chinoises et si possible au plus bas prix. Si les Chinois veulent nous les subventionner, merci messieurs les Chinois, subventionnez, que le consommateur chinois paye nos batteries. Exactement. Nous y gagnons. Oui, sauf qu'on a une industrie automobile qui existe avec 13 millions de salariés, qui produit 15 millions de voitures. L'industrie automobile, c'est une industrie classique. Et la voiture, on veut développer la
la voiture électrique. Or, la voiture électrique sans des batteries chinoises, je ne sais pas ce que ça vaut. La prochaine 208 sortira d'abord avec j'ai une voiture électrique européenne. Honnêtement, alors dernier point, c'est quoi les secteurs que l'on peut défendre? C'est ce qu'on appelle, c'était la vieille thèse, vous savez, des industries en enfance, c'est les industries de l'avenir. Là, il faut effectivement que nous les protégions. Là, il faut investir massivement, et la protection, l'investissement massif dépend de la protection, et c'est là qu'il faut s'interroger. Or, aujourd'hui, la question des droits de douane, elle ne porte pas sur la détection des industries en enfance, où il faudrait se protéger et contre les États-Unis et contre la Chine. Oui, il y a un texte qui arrive, d'ailleurs, contre le numérique et la tech. Donc, pour ma part, c'est là qu'il faut enfoncer le coin. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie, Olivier Provost? On continue avec l'automobile entre je mets sous cloche, je vous empêche de vendre chez moi et j'abandonne mon industrie automobile, qui est peut-être celle du partenariat, ce qu'on a vu avec Stellantis, ce qu'on a vu... Ouais, mais c'est un piège absolu, parce que les Chinois sont très malins. Les Chinois se sont dit, l'Europe, c'est une démocratie. Qu'est-ce qui compte dans une démocratie à un moment pour l'électeur? C'est l'emploi. Donc, le maillon faible, c'est l'emploi. Donc, à un moment, je fais un accord avec Stellantis sur l'usine de Rennes. Donc, Feng arrive, et pas de problème, je vous garantis l'emploi. Donc, je mets de la production chinoise. C'est le grand sujet. L'investissement chinois en Europe a augmenté de 67%. Donc je vous sauve l'emploi à court terme, mais à moyen terme, qu'est-ce qui va se passer à moyen terme? Une fois que cet emploi sera dépendant à un moment de la production de Dongfeng, qui nous dit à un moment que Dongfeng va garder son investissement à Rennes? Personne ne le dit. Et d'ailleurs, regardez la réaction extrêmement mal à l'aise des syndicats à Rennes, y compris de la CGT, disant nous, à court terme, on veut bien sauver l'emploi, mais c'est quoi les garanties? Les garanties, quand vous discutez avec la famille Peugeot, à un moment, vous pouvez obtenir des choses sur la table. Vous discutez avec Dongfeng, la CGT discutant avec Dongfeng. Et à la fin, les garanties posées par Dongfeng, elles sont où? Donc il y a ce piège à un moment de je garantis l'emploi. C'est que l'autre piège absolu, c'est je te sauve ton emploi à court terme, mais fondamentalement, une fois que tu m'as laissé entrer, derrière, bien malin qui peut dire quel sera le paysage à 50 ans. Et nous, à un moment, pour sauver notre emploi, c'est-à-dire à un moment nos électeurs, in fine, on laisse rentrer le loup dans la bergerie. Est-ce que c'est pas ce qu'on disait des constructeurs japonais dans les années 90? Aujourd'hui, le premier producteur automobile en France s'appelle Toyota, avec 284 000 précisément voitures produites l'année dernière à Valenciennes. Eh bien, voilà, Raphaël, vous m'avez pris effectivement ma remarque. J'étais en train de dire que ça ressemble beaucoup à Toyota qui est arrivé aux États-Unis à l'époque, et j'imagine que quand on les a vus débarquer, on a dit la même chose. Donc effectivement, non, il n'y a pas d'évidence sur le fait que les Chinois seraient nécessairement... eux aussi, ils ont quand même des enjeux, faut pas l'oublier. Leur modèle économique ne va pas si bien que ça. Il va même très mal, lui, en termes de consommation intérieure et de politique intérieure et de démographie. Il faut aussi qu'ils s'assurent que leurs relations se maintiennent quand même dans le temps avec l'extérieur. Non, écoutez, moi j'ai un petit problème dans ce débat. Je redécouvre un débat que j'ai connu dans les années 80. Complètement, c'était avec les Japonais. Où on me disait, les Japonais et les Coréens vont bientôt subventionner la consommation mondiale d'automobiles. Bien évidemment, quand vous faisiez le calcul entre le PIB coréen et la consommation d'automobiles dans le monde, vous aperceviez qu'il y avait une inadéquation totale. Quelque part, il y avait un problème dans l'industrie automobile française. C'était là qu'était le problème. Donc c'est pour ça que je dis, attention, commençons par faire notre autocritique. Mettre des droits de douane sans autocritique, c'est tout simplement perdu d'avance. Alors, le deuxième point, quel est le problème fondamental de l'Europe et de la France? Il est où? D'ailleurs, les Chinois le disent à l'envi. Il est dans la question du travail. Nous avons du coût du travail et de la durée du travail. Nous avons un vrai problème, c'est-à-dire l'Europe travaille peu et la protection ne sera jamais qu'une protection du sous-développement de l'Europe. C'est tout. C'est-à-dire que l'Europe peut continuer à vivre et à se sous-développer grâce à une protection, alors que sans protection, elle ne pourra pas. Donc là, on a un vrai sujet, et je crois qu'il faut reposer la question du travail, n'est-ce pas, de la rémunération du travail, de la protection sociale, de l'ampleur de la protection sociale. Je ne dis pas qu'il faut s'inspirer de la Chine, je crois qu'il y a de vrais problèmes en Chine, y compris des problèmes humains, mais néanmoins, honnêtement, la règle des 35 heures reste un problème de fond qui, chaque jour,
nous coûte un peu plus cher. Je rappelle que c'est parfaitement illégal en Chine, mais la moyenne, le temps de travail hebdomadaire est de 70 heures là-bas. Olivier Provost. Il faut quand même être prudent quand on analyse secteur par secteur, parce qu'on parle de la Corée, et on se dit, oui, l'industrie automobile coréenne n'a pas dominé le monde. Il y en a une industrie coréenne qui, elle, a dominé le monde, c'est l'industrie, à un moment, de construction des bateaux, notamment des tankers. Et à l'époque, il faut se souvenir que les chaebols coréens, qui étaient ces consortiums, in fine, ils ont cassé les prix, ils ont tué tous les constructeurs navaux à travers le monde, et aujourd'hui, ils sont ultra dominants. Je me demande sur l'industrie automobile, parce qu'on voit la voiture dans son ensemble, mais le jour où les Chinois vont dominer l'industrie de la batterie, il n'y aura plus à un moment un constructeur automobile qui ne sera pas dépendant de ça. Et ce jour-là, ils pourront imposer leurs prix et leurs conditions comme ils voudront. Donc regardons quand même de près secteur par secteur. À un moment, en voyant une voiture, ils pourront continuer à produire des voitures en Europe, mais si 80% de la valeur de la voiture est produite par des batteries qui, elles, sont produites en Chine, on aura un petit souci. Est-ce que je peux juste réagir ponctuellement à ce que vous avez dit? Vous avez raison sur les navires, mais regardons, les méthaniers sont des navires hyper sophistiqués, et honnêtement, l'industrie maritime de construction maritime française des années 80-90 serait pas capable de construire des méthaniers aujourd'hui. Donc si nous devions construire des méthaniers, c'est sur des bases tout à fait nouvelles. Nous pourrions très bien le faire. Or, nous ne le faisons pas. Et la Corée ne subventionne plus sa construction maritime. C'est que là, nous avons un vrai problème qui est lié tant au coût du travail qu'à la spécialisation, à l'éducation et à la formation du travail, Philippe. Au capital et à l'insuffisance d'ingénieurs de base. D'où viendrait le capital? C'est un super beau projet, mais si vous n'avez pas le capital à mettre sur la table... Possiblement, Nathalie. Non, oui, je voulais juste rebondir, et puis il ne faut pas oublier que l'industrie automobile aussi devient une industrie très digitalisée. Oui, de la tech, très clairement. C'est du logiciel maintenant, les voitures. Il y aura peut-être les batteries, mais peut-être qu'on pourra aller beaucoup plus sur les logiciels. Enfin, il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait faire. Il ne faut pas oublier aussi l'émergence de la voiture autonome. Donc, c'est un secteur qui a encore beaucoup d'avenir, ou d'avenir au pluriel, je pense. On n'est pas à la fin des développements possibles. Par contre, effectivement, comme il a été justement remarqué par Philippe Trainard, en fait, notre problème, en évoquant le coût du travail, c'est à nouveau qu'en fait, on a une capacité d'adaptation qui est faible. Donc, en fait, notre problème, c'est qu'en fait, on a, face à des grands changements de ce genre, en fait, notre capacité d'adaptation, elle est contrainte par ce carcan qui est le nôtre aujourd'hui. Il faut ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, Olivier Provost. Alors, il y a une petite voie de sortie quand même, parce que je crois au génie français. Je ne voudrais pas qu'on soit complètement gloomy ce matin. Et l'optimisme de la volonté. Voilà. Non, mais je ne doute pas un instant, effectivement, des capacités ingénieuses des industriels, enfin des Français en tout cas, et des entrepreneurs. Simplement, effectivement, on regrette qu'il n'y en ait pas plus, quoi. C'est surtout ça. Mais ça présuppose quelque part que le règne du consommateur... On n'a jamais créé autant d'entreprises quand même, en France. Alors les défaillances sont à un niveau très élevé, mais on a quand même beaucoup. 好，视频看完了，本视频仅代表个人观点，欢迎大家在评论区理性交流和补充。另外，制作视频不易，如果您觉得做得不错，感谢您动动手指，一键3连。如果您有什么想法或建议，也可以在评论区告诉我。我们下期见。